Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous fais un cadeau ce matin. Je vous présente les 9 sonates de Beethoven, interprétées par Monsieur Pierre Réac. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être venu avant votre retour à Barcelone, où vous êtes professeur. Et merci d'être venu nous parler de Beethoven, de ses sonates et de votre vocation. Peut-être d'abord nous dire comment vous est venue cette vocation de pianiste. Vous êtes d'une famille mélomane. Oui, mélomane certainement. La mère de ma maman était pianiste. Après, il y a eu des circonstances dans la famille qui ont fait qu'elle a tout arrêté. Mais enfin, la musique baignait dans la famille. On écoutait justement les sonates de Beethoven quand on était tout petit, mes frères et sœurs et moi-même avec les parents, dans les interprétations qu'on adorait de Wilhelm Kempff, oui, qui était devenu une sorte de dieu pour moi. Je me rappelle que j'avais collé sa photo au-dessus de mon lit après avoir écouté, mes parents m'avaient amené, j'avais 5 ou 6 ans je crois, et j'avais été très impressionné à la salle Pleyel pour l'entendre jouer du Beethoven. Et je me rappelle, j'avais été très impressionné beaucoup plus par le personnage, avec son habit, il était royal devant le piano, que enfin, j'avais senti à l'époque que c'était quelque chose de merveilleux. Et après, les années ont passé. Vous savez, je me dis souvent que les grandes décisions ne se prennent pas. La musique m'a toujours accompagné. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les horaires aménagés dans les conservatoires. Donc c'était vraiment... je me dis que quelque part, je n'ai peut-être pas vraiment eu de jeunesse, parce que dès que les devoirs pour le lycée étaient terminés, parce que mes parents m'avaient obligé d'aller jusqu'au baccalauréat, et dans des séries scientifiques où je n'étais d'ailleurs pas particulièrement très bon. Dès que les devoirs étaient terminés, je courais me mettre au piano, parce que j'avais eu la chance quand même déjà d'être dans les mains d'Yvonne Lefébure en tant qu'élève privé. Donc voilà, et alors évidemment les interprétations de ces très grands artistes, que ce soit Kempff, Rubinstein, Serkin, toute cette grande, je dirais, race de ces grands personnages qui, à mon avis, existent moins aujourd'hui, même s'il y a des artistes fabuleux, mais enfin ce côté un peu, comment dirais-je, avec ce souffle, cette émotion et qui rendait chaque artiste unique finalement, m'a accompagné dans toute ma jeunesse, et je me suis après retrouvé au conservatoire, et voilà. Et ces maîtres qui étaient eux-mêmes très amoureux de Beethoven. Oui, je crois, votre question est vraiment ce que vous dites est très juste. J'ai eu la chance, que ce soit Yvonne Lefébure, que ce soit après Maria Curcio, où j'ai travaillé à Londres avec elle, qui était la principale élève d'Arthur Schnabel, qui est un des grands interprètes de Beethoven. Et je crois quand même qu'au début, c'était ce souvenir absolument mémorable des interprétations de Kempff qui m'avait marqué une fois pour toutes. Mais il faut dire que j'ai eu, comme vous le dites, la chance d'avoir après des professeurs qui étaient très beethoveniens. Et je dois dire aussi, peut-être, je le dis très simplement, que le côté de Beethoven, qui est un côté pas seulement rageur, mais aussi volontaire, aussi, entre guillemets, mauvais caractère, ça correspondait peut-être un peu à mon tempérament. Ça me plaisait, parce que j'ai toujours aimé ce défi et de savoir dire non quand on n'est pas content. Alors, on va en parler. Il y a un dernier maître que je voudrais que vous évoquiez. Alors, d'abord, Arthur Schnabel, vous dites, c'est l'homme qui a inventé Beethoven. Comment peut-on... Expliquez-nous cette expression. Oui. De même que je pense que Rubinstein, quelque part, a inventé Chopin. Et je vais vous dire pourquoi. On met ce mot inventé entre guillemets, mais il y a quand même du vrai. Je crois qu'il y avait, au XIXe siècle, une certaine manière de faire de la musique qui était à la fois très authentique, parce que très sincère, et ça venait toujours du cœur, peut-être beaucoup plus que maintenant, avec une grande émotion, le grand plaisir aussi de se retrouver, parce que il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les grandes salles de concert n'existaient pas. C'était souvent des salons ou des salles. Liszt a évidemment commencé à organiser des très grands concerts devant des centaines de gens, mais ça n'était pas quand même comme maintenant. Et Schnabel a été le premier qui a donné, peut-être Furtwängler aussi dans les œuvres orchestrales, un côté, comment est-ce que je pourrais dire, au-delà d'une simple exécution, un côté grandiose et audacieux, plus audacieux que ce qu'on faisait à l'époque
sans trop vouloir choquer. Schnabel a carrément fait des choses, a innové beaucoup de choses. Je parle notamment d'abord de jouer plus... Beethoven jouait très vite, paraît-il. Et on le sait d'après, parce qu'il a indiqué des indications métronomiques qui sont restées sur les partitions. À tel point, il y a certaines indications de Beethoven qui sont aujourd'hui, vu que les instruments sont plus résistants, sont irréalisables. Ou difficilement réalisables. Mais Schnabel a joué... sentait assez rapproché de ce que Beethoven avait quand même noté et dont on sait par des témoins ce que Beethoven voulait. De même que je vous disais Rubinstein pour Chopin, il y avait une manière très belle, même quelqu'un comme Paderewski, qui était un très grand interprète de Chopin, avait quand même une manière assez, entre guillemets, salonarde de jouer cette musique pour faire plaisir, pour faire pleurer les jolies dames, etc. Et Rubinstein a dit, mais non, Chopin est extrêmement viril, a une force, une puissance, pas dans la force, mais dans la projection. Les contrastes, la dynamique, tout ça, et ce qui fait que ces interprètes étaient modernes, à mon avis, en ce sens qu'ils ont trouvé, ils ont déniché un côté de cette musique qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ils ont révélé. En fait, ils ont révélé. En fait, oui. Vous savez, le mot inventé a plusieurs sens. On parle en archéologie, il a inventé parce qu'il a trouvé. Oui, oui, il a trouvé. Il a trouvé. Il a trouvé, tout simplement. Et peut-être chez Beethoven, c'est cette audace et cette volonté d'aller jusqu'au bout, même s'il n'y arrive pas. Parce que ça, on en parlera peut-être après, il y a toujours une sorte de côté inaccompli chez Beethoven. Par exemple, Mozart, que j'adore personnellement, je crois que rien n'a été plus parfait en art que la musique de Mozart, mais c'est une sorte d'état de grâce qui arrive tout à coup, et on se dit... On est devant quelque chose de merveilleux, dramatique peut-être, mais aussi avec une sorte de sérénité et de choses que tout est accompli et qu'on n'y touche pas. Tandis que Beethoven, c'est pas ça du tout. Beethoven, c'est toujours, il faut y toucher, il faut continuer, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Et c'est pour ça, je l'ai souvent dit, et je le dis aussi à mes élèves, que Beethoven est celui qui, à mon avis, où on peut se permettre, qui s'accommode beaucoup de répéter, de rabâcher. Oui, dites ça, oui. Mais pas répéter au sens bête du terme, répéter pour approfondir toujours. Ouais. Et personnellement, j'adore peut-être Beethoven aussi parce que je le répète et j'essaye de toujours de... Il y a pas de, ce ne sont pas des répétitions, finalement. On sent la joie à remettre tout le temps les choses, voilà. Oui, se remettre au piano pour le travailler. Il y a un autre maître que vous citez, et je ne m'attendais pas à le trouver là, puisqu'il a excellé dans Mozart, c'est Paul Badura-Skoda. Mais Paul Badura-Skoda était même devenu un ami parce que d'abord j'ai étudié avec lui, il a été un de mes maîtres. C'était un homme d'une culture absolument incroyable. Un jour, je suis arrivé chez lui. Il habitait aussi en France. Il avait une maison avec sa compagne à Fontenay-sous-Bois, je crois. Et il me dit, Pierre, qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir? Je lui ai dit, écoutez, je vais vous jouer une sonate de Beethoven. Ah bon, d'accord. Alors je vais jouer. Après, il s'est mis au piano. Il me l'a rejoué pour dire ce qu'il faisait lui. Mais après, il m'a parlé des manuscrits. Et on avait l'impression qu'il connaissait tous les manuscrits de tout. Et c'était une encyclopédie. Il connaissait tout, en plus de son talent d'interprète, évidemment, et de musicologue, parce qu'il est aussi connu comme musicologue. Et évidemment, il est davantage connu dans Mozart et dans Schubert aussi. Mais Beethoven, il a quand même joué l'intégrale de Beethoven, et il était quand même... il avait peut-être une vision un peu viennoise, justement, peut-être moins, pas du tout comme Schnabel. Oui, il était aussi surtout d'une immense modestie. Et peut-être qu'il aurait pu être bien davantage connu. Moi, je l'ai connu parce que j'étais à l'époque attachée de presse chez Buchet-Chastel. Mais j'ai très bien connu Guy Buchet-Chastel. Il a publié un livre, un très beau livre. Et il est venu jouer au théâtre du Ranelagh. J'habitais à côté du théâtre du Ranelagh. Et il a eu l'immense gentillesse de monter chez moi après le concert et jouer, vous dirais-je, maman, sur mon modeste piano. Et ça a été un grand moment de ma vie. Mais Guy Buchet, à la salle Gaveau, enregistrait tous les concerts de Paul, vous vous rappelez? J'ai très bien connu Guy Buchet, il adorait Paul. Et Paul avait comme ça autour de lui à Paris quelques amis. Il y avait Christiane Delille, je ne sais pas si vous l'avez connue. Non, je l'ai pas connue. Il y avait donc vous et il y avait aussi d'autres. Il avait une aura
aura de gens comme ça qui gravitaient autour de lui, qui l'adoraient, avec lesquels il ne jouait pas au grand maestro, il échangeait. Il avait une modestie. Une modestie, et je lui ai organisé... Alors que c'était le charme même au piano. Il avait beaucoup de... Oui, tout à fait. Le charme Et alors je lui ai total. organisé en Espagne, en 2010, un concours qui portait son nom, le concours international Paul Badoura Skoda. Malheureusement, on n'a pas pu continuer parce que la mairie là-bas ne pouvait pas suivre au point de vue économique, financier. Mais après, on a transformé ce concours en masterclass, en un petit festival à Vila-Seca, c'est à côté de Barcelone, où il venait chaque année donner des masterclass. Et les élèves étaient ravis parce qu'on apprenait tellement de choses. Et il parlait aussi de ses expériences personnelles en tant que concertiste. Et sur Beethoven, il m'a appris beaucoup. Il nous a quittés. Il n'y a pas tellement, il y a 3 ans, je crois. Oui, je pensais que c'était hier, mais non, il y a 3 ans déjà. Et vous ouvrons une parenthèse, vous organisez beaucoup de festivals. Vous êtes... Oui, vous savez, je vais vous dire. D'abord, bon, c'est une drôle d'histoire. J'étais passionné d'astronomie quand j'étais jeune. J'étais même membre de la Société astronomique de France. Et je crois qu'il y a eu un moment par rapport à la première question que vous m'avez demandé, je voulais devenir astronome. Et je reste d'ailleurs fasciné par tout ce qu'on voit. Mais l'astronomie dans mon enfance n'avait rien à voir avec ces photos maintenant de la NASA, avec ces milliards de galaxies. J'avais l'astronomie populaire de Camille Flammarion, qui était un livre de chevet où je comprenais d'ailleurs pas tout parce que j'avais pas assez de connaissances mathématiques, mais il y avait comme ça des photos de la Lune, des photos, enfin mais ça me faisait rêver. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'ai toujours pensé qu'entre l'astronomie et la musique, entre le cosmos, l'espace et la musique, il y a énormément de points communs. De connotations, de choses qui vont ensemble. Et donc, un jour, j'ai un ami qui était en fait le frère de mes élèves qui me téléphone et qui me dit « Écoute, je suis médecin, je viens de m'installer à Bagnères de Bigorre. » qui est en face du pic du Midi. Et je voudrais qu'on crée, toi et moi, un festival là-bas. Et la première chose qu'il a faite, il a fait monter par hélicoptère un piano. C'était un piano de marque Blüthner, parce que seulement Blüthner avait accepté de monter à 2800 mètres d'altitude un piano. Steinway avait dit non, Yamaha avait dit non, Blüthner avait dit oui, oui, oui. Ça leur a fait une énorme publicité. Bien sûr, Et Claire Chazal, à l'époque, était venue filmer en direct. Il y avait des FR3, il y avait donc TF1. Et j'ai joué à 2800 mètres d'altitude sur ce piano. Et alors je me rappelle, il y avait l'accordeur qui accordait toutes les 5 minutes, parce qu'avec le froid, et aussi la chaleur, parce que le soleil tapait. Alors il y avait le vent frais sous les mains, glacial, et le soleil très chaud au-dessus. Et j'ai joué, et ça a lancé le festival du Pic du Midi. Et donc, ça m'a donné envie de continuer à... D'un côté, bon, c'est sûr que je suis obligé de dire que ça me servait, j'étais content qu'on parle de moi dans des choses un peu comme ça, extravagantes. Mais d'un autre côté, ça m'a permis surtout d'inviter des artistes que j'aimais. Oui, mais ce qui est bien, c'est que vous apportez la musique dans des moyennes villes qui n'ont pas la chance mais bien sûr, qui n'ont pas la chance d'être proches d'une grande salle parce que je trouve que en dehors des grands circuits. Donc c'est merveilleux ça. Je suis comme ça. Quand j'ai par exemple, quand quelqu'un me dit j'ai entendu ton disque, ça me plaît. Et il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, ça m'arrive en ce moment beaucoup et ça m'inonde de bonheur. Et c'est pas parce que c'est moi ou parce que c'est mon orgueil, c'est parce que je suis heureux d'avoir pu de leur apporter quelque chose que peut-être eux-mêmes n'avaient pas. De même que moi, si quelqu'un m'amène quelque chose que je connais pas, je suis très content. Bien sûr. Et avec les festivals, j'ai fait aussi organiser un festival qui malheureusement n'existe plus maintenant pour des raisons politiques, à Provins. Oui. Oui, ça c'était une histoire. Il y a une histoire de la municipalité avait changé, ils ont dû abandonner. Ça fait déjà un certain nombre d'années. J'avais organisé même en Chine un festival qui maintenant, on l'espère, va recommencer. Et à Castelnaudary. À Castelnaudary, ça c'est fini. Il y a eu une sorte de mésentente. Vous savez, c'est pas facile parce qu'on n'est pas toujours suivi. On a surtout des exigences. Les équipes musicales changent. Non, et quelquefois on est exigeant et on ne se rend pas compte que les autres ont d'autres problèmes et ne peuvent pas toujours. Enfin, il y a des limites évidemment, mais il faut être suivi parce que. Mais la raison profonde pour laquelle j'ai organisé, et je continue d'organiser ces festivals et ces concerts, c'est que j'ai autour de moi. J'ai la chance d'avoir des amis que j'adore, vraiment que j'adore. Je pense par exemple à Jean-Marc Luisella, qui est un de mes très grands amis, Cyprien Katzaris, je crois, qui est venu dans votre émission, il m'a dit, qui sont des amis. Cyprien vient l'été prochain à Bagnères de Bigorre. Ce sont des amis qui
qui me touchent beaucoup parce qu'ils ont confiance en moi et je suis heureux à mon tour de leur permettre de jouer. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais par contre, comme vous le dites, certains publics... C'est les populations qui ont besoin de vous. C'est les populations parce que les concerts, il faut le dire, n'existent pas toujours de la même manière suivant l'endroit. Et il y a des endroits, effectivement, où il manque de musique et il faut amener les artistes. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de mères qui ne comprennent pas que le panier repas, c'est important pour les vieux. Oui. La petite boîte de foie gras à Noël, c'est très bien, mais qu'une soirée musicale, c'est quelquefois infiniment plus important. Oui, il y a quelque chose une plus grande source de bonheur. Oui. Ça, je suis bien d'accord. Et, d'autant plus qu'ils ont les lieux, ils ont des églises dont on ne sait pas quoi faire, dans lesquelles ils peuvent organiser des concerts. Donc, à mon avis, c'est un des devoirs du maire, ou inviter les maires, inviter davantage les maires dans les concerts. Enfin, je ne sais pas comment les Mais il y en a faire quand même changer. quelques-uns qui vous suivent. Ah, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais rien par rapport mais pas toujours. Par rapport au milieu de petites villes. Oui. Et aux capacités et encore une fois, aux lieux qu'ils ont. Ils ont tout. Ils ont les lieux. Ils ont les lieux. Ils ont un budget, donc pourquoi pas. Oui. Alors, revenons à notre Beethoven. Vous voulez nous rendre un Beethoven qui n'est plus le désespéré, qui n'est plus le violent, et qui peut être aussi l'homme de bonté. Expliquez-nous cela. Cela dit, on le voit, la première sonate que j'ai mise sur ma chaîne, j'ai été frappée de cette douceur avec laquelle vous le jouez. De même que j'ai écouté sur Internet, puisque grâce à YouTube, on a tout, les variations Goldberg, jouées par vous, sont d'une douceur extraordinaire. Et ça, c'est un moment très privilégié. Vous savez, je crois que la force n'intéresse personne. Je veux dire, la force au point de vue décibel, au point de vue bruit. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un environnement extrêmement agressif. C'est très rare, un endroit où il y a un calme complet. Oui. Vous entrez aujourd'hui dans un café ou un restaurant, dès qu'ils vous voient arriver, ils sont obligés de mettre une musique de fond. Et quelquefois, on leur dit, mais non, on vient pour parler, voilà. Et c'est une sorte de peur du vide, de peur du silence. Et je dis toujours à mes étudiants, pourquoi vous jouez si fort? Les gens qui viendront vous écouter, il n'y aura pas de bruit alentour. On est complètement trompé de ce côté-là parce qu'on a l'habitude de faire tout ce qu'on fait dans du bruit. Donc on a envie de... C'est comme quelqu'un qui élève constamment la voix de peur de ne pas être entendu. Donc je crois que... Et ça, je l'ai appris par les professeurs que j'ai eu la chance d'avoir. Je crois que le vrai message doit se faire, évidemment, dans la tranquillité, mais aussi pas trop fort. Et j'ai remarqué, par exemple, dans le théâtre et l'opéra aussi, que souvent les artistes, les très grands artistes, ne chantent pas ou ne parlent pas trop fort et on les entend très loin. On parlait de Kempf tout à l'heure, je me souviens de Pianissimo de Kempf qu'on entendait au fond de la salle Pleyel. Parce que c'est une question de savoir projeter le message, mais pas de le rendre agressif. Il n'y a jamais d'agressivité dans la musique, jamais. C'est pour ça d'ailleurs que dans la musique contemporaine, enfin dite contemporaine, les compositeurs qui me plaisent sont ceux qui n'ont pas cette... et il y en a, cette agressivité qui malheureusement fait partie de notre vie et contre laquelle on doit lutter. Alors, Beethoven a en lui-même, c'est sûr qu'il faut respecter, et sans ces contrastes et cette dynamique, cette musique n'existerait pas. Mais il ne faut pas rechercher, à mon avis, ces contrastes dans la force, il faut les rechercher dans leur prolongement. C'est-à-dire de savoir ce qu'ils vont nous donner une fois qu'ils auront été émis. Et il y a une manière de faire ça, qui n'est pas facile, c'est un apprentissage, à mon avis, c'est une certaine connaissance, un certain don aussi d'écoute. Mais je crois que de savoir écouter un son et de comprendre comment il va au son suivant, c'est la chose primordiale. Et après, évidemment, ce son peut avoir une certaine puissance, une certaine fermeté aussi, mais jamais dans l'agressivité. Alors, par rapport au message beethovénien, et vous avez nommé le mot de générosité, je crois que c'est ça la générosité. Ça n'est pas vouloir à tout prix donner quelque chose, mais c'est comprendre que petit à petit, une fois le message reçu,
la personne auquel il aura été adressé, donc l'auditeur, aura un moment de bonheur. Et pour moi, Beethoven est plus que tout autre celui où ce processus est possible. Alors, ça m'avait d'ailleurs, je réécoute, maintenant c'est toujours très intéressant les disques, parce que on entend des disques d'une certaine manière quand on est jeune, et maintenant je réécoute quand j'ai mon âge, qui quand même est maintenant déjà d'un certain âge, je réécoute ce que j'avais entendu quand j'étais très jeune, et je le perçois d'une toute autre manière. Et justement, pour parler de Kempff, ou pour parler de Rubinstein, ou d'autres artistes que j'ai adorés, je continue de les aimer, mais en comprenant que ce message passe finalement par l'intériorité. Et je crois qu'il y a une vision de Beethoven qu'on peut avoir à travers cette intériorité. Ça n'enlève rien à son défi permanent, à sa puissance d'expression, de message. Mais je crois que c'est dans la... Peut-être le mot douceur est peut-être un petit peu excessif. Je dirais j'appelle ça la générosité. Je dirais même une certaine gaieté. Moi, j'ai ressenti... Gaieté, oui. Bah oui, il y a des œuvres de Beethoven très gaies, bien sûr. Mais j'étais scotchée dans ma... Par exemple, la sonate qu'on appelle la boiteuse est très très gaie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette sonate-là, par exemple, qui est très gaie, comme vous le dites, ou même la sonate qu'on dénomme, ce ne sont pas des titres de Beethoven, la caille, parce que ça rappelle un peu le bruit de cet oiseau. Ce sont des sonates très gaies, et très joyeuses, très enjouées, qui ont été écrites au même moment qu'il écrivait le testament d'Heiligenstadt, et où il voulait mettre fin à ses jours. Comme quoi ça donne aussi à réfléchir, comme quoi la vie intérieure d'un artiste, d'un génie comme Beethoven, ça n'a rien à voir finalement avec sa vie biographique. Non. Parce qu'au même moment où il était désespéré, il trouvait en lui-même cette joie profonde. Bach, vous avez parlé de Bach avant tout. C'est une joie, mystique ou pas, chacun interprète comme il veut. Moi, je pense qu'il était vraiment mystique. Parce que quand on voit aussi les titres de ses œuvres, Oratorio de Noël, Passion, et tout ça. Mais il avait cette j'appelle ça une générosité. C'est-à-dire vouloir partager avec son prochain le bonheur qu'il ressent lui-même, intérieurement. Vous m'avez appris qu'il avait une grande admiration pour Haydn et qu'il a... Quand on entend les toutes premières œuvres de Beethoven, on pourrait très bien imaginer qu'elles étaient écrites par Haydn. Et de même qu'il y a certaines œuvres de Haydn, quand vous entendez par exemple les variations en fa mineur pour piano, qui sont sublimes de Haydn, il y a des moments dramatiques. Et en tout cas, Beethoven était beaucoup plus influencé, enfin inspiré, je dirais, parce qu'il avait sa personnalité, par Haydn que par Mozart. Parce que Mozart, je le mets très à part, peut-être avec Chopin, justement, c'est ce côté, le chant, la perfection du chant, le côté opéra, finalement. Tandis que Beethoven, et aussi Liszt, qui adorait Beethoven, c'est ce côté orchestral et corde, je pense. C'est ce côté de... C'est la sonorité de la corde qui vibre, c'est le chant, c'est chanter, mais c'est encore quelque chose en plus, je crois. Ouais. Et ce chant, c'est ce chant qui nous est nécessaire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dits, et qu'on souffre, en réalité. Oui. De même que, et j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai quelquefois du mal avec certaines œuvres contemporaines, parce que je ne m'y retrouve pas. Je n'ai pas de mélodie, je n'ai pas d'harmonie. Personnellement, on a des poumons, je crois que la tonalité, c'est une cadence parfaite, il n'y a rien de plus fort que ça, je veux dire, fort comme signification. Et quelquefois, quand il n'y a ni harmonie, ni mélodie, on est un peu perdu. Mais ça fait un effet, quand même. Je suis complètement perdu, et s'il n'y a pas de mélodie... alors, comment la bonne nouvelle, c'est que la conséquence de ce Covid et cet enfermement vous a permis de vous concentrer sur les sonates de Beethoven. Ça, c'est fantastique. Oui, enfin, je crois que j'étais toujours quelqu'un de concentré parce que j'ai toujours j'ai toujours travaillé le mieux que je pouvais. Mais il faut dire que le Covid est tombé gravement malade et j'ai eu la chance de passer à travers tout ça. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé, je dirais, sans avoir un intérêt quelconque. Un intérêt ou gagner un peu d'argent, ou me dire d'avoir parce qu'on a chacun de nous un ego, voilà, je vais mon habit, quoique maintenant on s'habille normalement, il n'y a plus de... Et d'avoir la chance de pouvoir dire je vais jouer, parce qu'il n'y avait plus rien. Et je vivais de ma fiche de paye de professeur, Dieu merci. Et j'ai des collègues célébrissimes, beaucoup plus que moi, et qui n'avaient pas cette chance d'avoir la sécurité d'un poste de professeur et qui commençaient à s'inquiéter, mais il n'y avait plus de concert du tout. Bien sûr. Alors il y avait le choix entre la dépression, se dire voilà tout est terminé, ou alors se dire voilà... Le tête-à-tête
Ah ouais. J'ai vraiment ce projet, parce qu'il est venu juste avant la pandémie. Quand j'ai commencé à dire qu'il fallait enregistrer, je sais que j'ai fait ce travail sans être sûr que je le réaliserais. Et pendant des mois, c'était comme ça, parce qu'il n'y avait aucun espoir. Et je crois que j'ai, entre guillemets, bien travaillé, et que j'ai peut-être le fait de ne plus avoir de perspective et de travailler seulement en pensant à la musique, sans aucun intérêt. Ça a donné peut-être une certaine vérité à mon travail, c'est possible. Je crois que j'ai certains collègues avec qui j'ai parlé de ça et qui l'ont ressenti aussi. C'est-à-dire que malheureusement, dans notre métier, plus encore maintenant qu'avant, tout est lié. On vit comme ça. Et cette rentabilité, évidemment, on en a besoin. Mais d'un autre côté, elle détruit, elle détruit la sincérité totale. Et tandis que quand vous le faites uniquement parce que vous vous dites j'adore ça et j'ai envie de le faire le mieux que je peux, ça vous donne le résultat est meilleur. Alors après, malheureusement, s'il disparaît, c'est très triste. Mais au moins, on a fait de son mieux. Je crois que pour faire de son mieux, il faut être désintéressé, je pense. Vous avez tout à fait raison. Et alors, pouvez-vous nous parler du profil de ces étudiants que vous avez donc à Barcelone ? Oui. Comment dans le monde aujourd'hui... J'ai été aussi professeur à Paris, au conservatoire. J'ai toute ma vie eu beaucoup d'élèves, et j'ai aussi eu la chance d'aller beaucoup en Extrême-Orient. On m'a nommé professeur honoris causa du conservatoire de Shanghai, le conservatoire supérieur. C'est un grand honneur qu'il m'avait fait. Et j'ai eu des élèves un peu partout. J'ai fait des masterclass aussi aux États-Unis et tout ça. Je crois que j'ai une qualité et un gros défaut. La qualité, c'est que je sais que mes masterclass, que j'ai faites pas seulement à Barcelone, à Paris ou ailleurs, sont bien, parce que je ne fais que transmettre aussi, à ma manière, bien sûr, mais on en parlait tout à l'heure, un héritage. Le message. Oui, ça c'est fantastique. Qui m'a été transmis par des très grands maîtres. Le transfert, c'est merveilleux. Et il m'arrive souvent dans mes leçons de dire, tu sais, Rubinstein disait ça, ou Paul Badura-Skoda, ou voilà. Ça, c'est sûr. Mais mon gros défaut, peut-être j'étais un peu paresseux de ce côté-là, un professeur qui entrait dans les détails et qui passait des heures, comme j'ai eu la chance aussi de l'avoir au début de mes études, pour le côté technique. Je suis plutôt quelqu'un qui... je sais que j'ai cette réputation-là, de m'occuper d'interprétation, etc., et peut-être pas être allé assez dans des détails techniques. C'est peut-être le travail de quelqu'un d'autre. Non. Non, je ne crois pas, justement. Et maintenant que je fais finalement un bilan de comment j'ai fait, et surtout mon enseignement, parce que l'enseignement a toujours été une très grande partie de ma vie. Il y avait aussi le fait que je devais gagner ma vie et que les concerts venaient. Il y avait des moments où il n'y en avait pas. Bien sûr. Et j'ai élevé mes enfants et tout ça. Donc il fallait quand même que j'ai aussi enseigné, comme tout le monde, pour des raisons comme ça. Mais les élèves que j'ai eus, quand je regarde un peu maintenant derrière moi, c'était souvent... J'ai eu de grands élèves, hein. Je pense notamment à Selim Mazari qui aujourd'hui fait une très belle carrière, Lise de la Salle, enfin j'ai eu des élèves et aussi d'autres professeurs bien sûr. Mais c'était plutôt des élèves de ce niveau-là où on pouvait vraiment s'occuper d'interprétation, et il y a tout un côté de grade moyen, si vous voulez, de choses un peu plus scolastiques, et qui sont néanmoins indispensables, que je n'ai certainement pas fait assez bien. Et je le regrette, parce que moi j'avais eu cette chance d'avoir des professeurs, vous savez, qui entraient dans les détails, les histoires de doigté, les histoires de passage du pouce, enfin tout l'apprentissage un peu bébête d'un pianiste. Et ça c'était peut-être pour moi une forme d'égoïsme. Je n'entrais pas tellement dans ces détails. Alors finalement, les élèves que j'ai eus étaient des élèves déjà d'un certain niveau. Pour ça d'ailleurs qu'on m'a invité dans des masterclass dans des lieux prestigieux. Je pense par exemple l'université de Yale aux États-Unis ou Shanghai, Tokyo et tout ça. Mais j'aurais pu faire mieux beaucoup de choses, c'est sûr. Nous ne sommes pas là pour faire une confession de ce que vous n'avez pas fait, monsieur. Nous sommes dans le registre de l'admiration. Vous n'est pas l'essentiel que certains ont joué. Vous citez Charles Munch, qui joue la symphonie fantastique de Berlioz sur un piano tout à fait quelconque. Oui, non, mais parce que l'enregistrement était mauvais. Je crois que c'était un concert live et l'enregistrement était pas terrible. Mais tant pis, on entend très bien ce que ça devait être. Oui. Et Beethoven, c'est très étonnant par rapport à ce que vous dites. Effectivement,
il m'est arrivé de jouer des sonates de Beethoven sur des mauvais pianos, enfin à condition quand même que les touches fonctionnent. Mais je veux dire, mais parce que là autrement il n'y a rien. Mais la sonorité pas bonne ou parfois un peu sec ou peut-être inégale et Beethoven passe toujours. Tandis que si vous voulez jouer un nocturne de Chopin et que le piano n'a pas une très très belle sonorité, c'est-à-dire que, à mon avis, dans la musique de Beethoven, l'idée est plus importante que la qualité du son. La qualité du son, tant mieux. Kempf avait une sonorité inoubliable, Rubinstein, tous ces gens que j'ai cités. Mais j'ai connu, il y a par exemple Rudolf Serkin, on pouvait dire que quelquefois il pouvait être un peu sec. Je parle comme son, parce qu'il était... mais c'était tellement génial comme signification, et la manière, et le style, et tout ça, que c'était Beethoven. Parce qu'il n'y a pas une compétition pour le piano le plus extraordinaire en ce moment, avec un prix de piano absolument terrifiant. Enfin, non, mais il y a maintenant des artistes, oui, mais vous avez des artistes aujourd'hui que je trouve extraordinaires parmi les jeunes, et parmi la jeune génération, je suis personnellement absolument fasciné par Yu Jia Wang, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui me... qui vient de Chine. Oui, mais c'est sûr que je me rappellerai toujours, il y avait sur Facebook, côte à côte, la photo de Yu Jia Wang et la photo de Clara Askill, et c'était marqué en dessous, les temps ont bien changé. Et c'est sûr que l'une est devenue une star, mais c'est quand même, elle est très séductrice aussi par son personnage. Mais à mon avis, elle est géniale. Et Clara Askill, j'allais dire, n'avait pas besoin de ça. C'était l'âme de la musique. Alors, mais c'est peut-être l'époque qui est comme ça maintenant. Et tant mieux. Bon, ben voilà. Mais ce qu'on entend... Pourquoi cette pianiste chinoise, que fait-elle pour être une D'abord, star? je crois qu'elle est hallucinante de talent et de possibilités manuelles, enfin digitales. Je crois qu'elle est forcément... Je ne la connais pas, malheureusement, pour le moment. J'espère la connaître. Nous avons des amis communs. Et je crois qu'elle a une tête, un ordinateur. Enfin, c'est phénoménal. Et ce que j'ai entendu jusqu'à présent m'a toujours... j'avais la plus grande admiration. Or, je ne suis pas admiratif forcément de la même manière de tout le monde, mais parmi les jeunes, c'est elle qui me frappe le plus. Mais il y a aussi en France des artistes que j'adore. J'ai parlé de Jean-Marc Louisala tout à l'heure. Chaque fois que j'écoute, pour parler de mes collègues, puisque vous m'y amenez un peu, je ne sais pas, Bertrand Chamaillou, par exemple. Oui, qui est merveilleux. Qui est merveilleux. Vous avez en général, d'ailleurs, je suis très bon public, parce que c'est peut-être aussi parce que j'organise le festival, mais j'adore, j'ai presque autant de plaisir que quand je joue moi-même, même peut-être parfois un peu plus parce qu'on est plus relax quand quelqu'un d'autre joue. Alors le fait de me dire voilà, j'ai quelqu'un que j'aime et qui va jouer, je suis ravi. Et vous trouvez que, parce que en Chine, il y a une recherche du bon élève, et puis il y a des cours de piano absolument dans toute la Chine, et il y a des milliers d'enfants qui... des millions. Des millions d'enfants, vous avez raison, qui essayent de rentrer dans la carrière, en tout cas que le ministère de la musique, de la culture, je ne sais pas s'il y en a un comme ça, mais en tout cas, il y a un effort d'enseignement du piano qui est fantastique. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez en France ? Je ne peux pas vous répondre, parce qu'on ne peut pas comparer la Chine et la France. Non. Et vous savez, en Chine, il y a aussi des côtés très primaires. Moi qui vais souvent en Chine, et j'adore aller là-bas, parce que je trouve qu'il y a des talents extraordinaires, mais j'ai vu quand même des parents qui sont venus dire, vous savez, je venais de faire travailler le fils ou la fille qui avait, je sais pas, l'âge de 10 ou 15 ans. C'est un futur, on veut qu'il joue comme Lang Lang. Voilà, il parle comme ça. Et ce Lang Lang est devenu c'est pour ça d'ailleurs maintenant que le piano est l'instrument le plus pratiqué, parce que tout le monde a envie d'avoir mais c'est la réalité. À Xiamen, où je vais souvent dans le sud de la Chine, il y a un conservatoire où j'ai donc donné des masterclass, et j'ai rencontré le directeur, où je lui ai posé une question. Je lui ai dit, en anglais, donc, parce qu'évidemment là-bas il ne parle pas le français, j'étais étonné en entrant dans le conservatoire. Il y avait le concierge en bas, n'est-ce pas? Et il y avait plein de petits écrans comme ça, et chaque écran était relié à une salle de classe. Et il y avait sur chaque écran quelqu'un qui travaillait le piano, sur des pianos droits. Et il surveillait
si chaque élève était bien devant le piano et il devait prévenir si par exemple il allait aux toilettes pendant 2 minutes et ah oui et tu reviens tout de suite et il surveillait comme ça. Alors là-dessus j'ai dit au directeur écoutez c'est inhumain quand même on a le droit de vivre ces jeunes là qui sont que vous obligez. Oui ils doivent faire minimum 8 heures de piano par jour. Alors je leur ai dit mais vous trouvez pas non jusqu'à 14 ans ils doivent faire que de la technique et il m'a dit cette phrase et vous allez sourire il m'a dit et à 14 ans s'ils sont assez forts en technique on pourra leur insuffler l'esprit de la musique. Comme une injection. Et ça fait rire, mais n'empêche que quand vous regardez aujourd'hui les résultats des concours internationaux, ce sont des Chinois qui gagnent partout. Voilà. Oui, absolument. Mais ils font ça avec les gymnastes, ils font ça dans tous les domaines. Ils font ça dans tous les domaines. Alors, donc, chers amis de TV Liberté, il faut acquérir ce très bel album 9 sonates de Beethoven par Pierre Réac, donc chez Anima. C'est un très bel album. J'ai pas trouvé beaucoup de sonates de Beethoven. On peut les trouver tout de même. Ah oui, sur les plateformes. Oui, on peut les trouver sur les plateformes. Le temps est venu de vous remercier et de conclure. Il y a un concert en France bientôt ? Oui, il y en aura bientôt, bien sûr, et il y en avait un que malheureusement je n'ai pas pu faire pour des raisons de santé, ça arrive à tout le monde, j'ai été confronté à ça, c'est tout simplement que je dis la vérité, je suis bêtement tombé juste avant de jouer, et il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, nous sommes dans un environnement qui est le même quoi qu'on fasse, et c'est aussi ça qui est beethovenien, je pense, c'est de savoir lutter et accepter ce défi permanent de faire face à tout ce qui peut arriver et de garder d'une manière farouche cette volonté. Et je me suis déjà juré que tout ce fameux concert qui devait avoir lieu il y a 15 jours, je vais le refaire très vite. Et autrement, je travaille beaucoup puisque ce projet-là, et là c'est donc le 2e volume, et c'est pour moi le projet de ma vie et je vis avec cette musique. Je crois que la musique de Beethoven est aussi une sorte de... on peut dire la même chose de Bach, de Mozart, de Brahms, mais Beethoven peut-être plus encore que tout, par son humanité, c'est une sorte de compagnon dans la vie, qui ne vous laisse jamais tomber et qui a une sorte d'espérance et qui vous donne une confiance non seulement en vous-même, mais aussi dans toute l'humanité. Je pense que c'est un peu ça, cette musique. C'est pour ça que on a dit le mot générosité tout à l'heure, je crois que c'est... Absolument. Écoutez, merci beaucoup Pierre Réac, et nous attendons ce prochain... Vous nous communiquerez la date de ce prochain concert, et en attendant, chers amis de TV Liberté, écoutez ces 9 sonates et vous en serez heureux, comme je l'ai été, avec une impression... de complet renouvellement. J'avais dit au début, c'est la façon dont nous écoutons différemment au début d'une vie et à la fin d'une vie. C'est comme un livre. Vous savez, les livres, on ne les lit pas de la même façon à 20 ans et à 60 ans. Eh bien, c'est la même chose pour la musique. Oui, et je crois que peut-être quand on regarde un tableau qui vous a marqué dans la jeunesse, on le voit, il y a toujours... C'est inépuisable, finalement. C'est inépuisable, C'est inépuisable, et finalement, nous avons beaucoup de chance, et je crois qu'on est accompagné de conscience, il y a aussi une acceptation que tout change à chaque minute, et évidemment, il faut savoir accepter que les choses ont changé, mais trouver, peut-être... Rubinstein disait ça toujours... je me rappelle, il le disait à tout le monde, il était connu comme ça, il me l'a dit un jour, il m'a dit il faut aimer la vie sans condition. Même cet accent particulier quand il dit, parce qu'il parlait un français admirable, et il avait comme ça aimer la vie sans condition, par exemple par rapport à Beethoven, c'est de comprendre de voir qu'il est là, et que cette musique, ce langage de la musique, et que les grands compositeurs nous ont donné, peuvent nous accompagner d'une manière merveilleuse. Et chaque fois, même dans les mauvais moments, on a tous des moments difficiles, je crois que d'écouter Beethoven, c'est forcément quelque chose qui vous aide à continuer. C'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup, Pierre Réac. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite.